Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international. Retour ce soir sur ce cessez-le-feu obtenu presque à l'arraché et après de grands efforts et ardus efforts, il faut le dire, de la communauté internationale au sein de l'ONU. Ce cessez-le-feu ne voit toujours pas le jour. Même un semblant de trêve humanitaire n'a pas pu être obtenu. Mais encore, les États-Unis parlent de la construction d'un pont humanitaire qui risque de durer longtemps avant de voir le jour alors qu'ils n'arrivent pas à convaincre leurs protégés l'antité-sioniste d'ouvrir ne serait-ce qu'un couloir ou un corridor humanitaire pour Gaza. Gaza qui n'arrive donc ou ne veulent pas, peut-être les États-Unis, ne veulent pas forcer leurs alliés. Toutes ces questions, nous allons les aborder ce soir avec notre invité, Badis Khnissa, dans un petit instant. Bonsoir. Alors, on le disait, Badis Khnissa est notre invité. Il est expert en questions internationales et président du think tank Émergence. Badis Khnissa, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, Badis Khnissa, pour commencer, pourquoi les États-Unis n'arrivent pas à convaincre leurs alliés, l'antité-sioniste, de cette injonction, de cette résolution de l'ONU, alors qu'elle est injonctive, il faut le dire. Si c'était avec un autre pays, elle aurait été appliquée dans l'immédiat. En tous les cas, c'est ce que dit l'injonction ou la résolution, c'est que ça soit un cessez-le-feu qui doit être appliqué dans l'immédiat. Et on ne voit toujours pas venir cette résolution sur le terrain. Si vous me permettez, j'aimerais d'abord commencer avec peut-être cette réflexion qui aujourd'hui prend tout son sens, de mon point de vue, sur l'entité sioniste et surtout son devenir et son plan d'action et son projet impérialiste dans la région, à savoir ce que j'ai qualifié qui veut la guerre sabote la paix, qui se sent impunis, bien évidemment, se sent avoir le droit de vie ou de mort sur les Palestiniens. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui depuis octobre, malheureusement. Donc, au lendemain, effectivement, de l'adoption de cette résolution 2728, qui, bien évidemment, est très claire et limpide quant aux conditions sine qua non, mais surtout aussi contraignantes, à savoir le cessez-le-feu, comme vous venez de le rappeler, et mettre au pied du mur et surtout soumettre, comme vous l'avez dit, l'entité sioniste à une résolution qui est une résolution qui émane quand même d'une instance qui est censée avoir des prérogatives planétaires, et sans distinction, sans limitation de spectre de pouvoir ni de loi. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je l'ai dit au lendemain de cette adoption, le vrai défi, c'est celui de l'application de cette résolution sur le terrain au profit des Palestiniens pour un cessez-le-feu durable, mais surtout aussi pour un pseudo-retour à la normalité, à savoir combattre cette famine qui est galopante, qui est considérée aujourd'hui comme une arme de guerre de l'entité sioniste, mais aussi les conditions exécrables, les génocides, les bavures militaires contre des civils innocents, et j'en passe, en tout cas les affres de toute nature. Donc aujourd'hui, les États-Unis aussi étant une double posture, un double langage, puisqu'elle a effectivement laissé faire cette résolution pour la première fois en s'abstenant à voter contre, ou ne serait-ce qu'à brandir le veto, cette vétoisation du génocide, comme on a pu y assister depuis octobre, sauf que, bien évidemment, elle traîne du pas, elle essaye en tout cas de procrastiner. N'oublions pas qu'effectivement, on peut revenir sur les États-Unis et sa politique intérieure. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, malgré quelques turbulences ici et là, notamment chez les sénateurs américains, au Congrès. Ceci étant, nous assistons véritablement à une espèce de unification de l'establishment politique américain entre les républicains et les démocrates quant au droit de l'entité sioniste à se défendre, à sa sécurité, mais surtout aussi son droit de vivre, peut-être aussi sur les ruines aujourd'hui de tout un peuple, le peuple palestinien. Donc il est très difficile dans ces conditions. Il faut reconnaître que l'entité sioniste, comme j'ai expliqué, comme une roue libre, qui se sent impunie, puisqu'aujourd'hui, elle fait complètement fi à cette résolution. Oui. Et là aussi, si vous me permettez, j'aimerais revenir un peu sur la genèse de la fondation de l'entité sioniste et la création de ce qu'on appelle l'État d'Israël. Je reviens sur cette allocution, mais surtout cette réflexion, cette citation de Ben Gourion, en 1956, shmum en hébreu, cette fameuse réflexion qui est devenue une citation, une idéologie, même une pierre angulaire au gouvernement qui s'est succédé, et plus que jamais aujourd'hui par le gouvernement Netanyahou. Cette citation signifie tout bonnement le dédain
mais le mépris quant à l'ONU, rappelons-le, qui est selon, en tout cas, avec sa résolution de 1947, a permis la fondation de l'État d'Israël. Donc, si vous voulez, c'est un peu le juge, et ces juges est parti dans une équation très complexe. Donc, l'ONU aujourd'hui, elle a du mal, effectivement, à faire valoir ses prérogatives, à croire que justement ces limites de pouvoir s'arrêtent à un territoire qui s'appelle, un territoire occupé, j'entends bien, qui est la Palestine. Donc cette réflexion, en tout cas je reviens, qui cite expressis verbis, en tout cas du propre aveu de Ben Gourion, qui a été repris par Ben Gvir et le ministère de la Défense israélien, c'est-à-dire que nous ne rendons compte à personne, encore moins au droit international, ni à l'ONU, ni au Conseil de sécurité. C'est totalement, en fait, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à savoir, c'est un électron libre, encore une fois, qui marche sur les cadavres de Palestiniens innocents qui ne souhaitent et qui ne veulent que leur indépendance et leur souveraineté et vivre en paix. Ce qui remet un petit peu aussi sur la scène ce grand débat sur la réforme peut-être de l'ONU qui n'arrive pas finalement à imposer son dictat sur ces nations qu'elle dit diriger et dont elle porte le nom. Badis Renissa, alors on devait parler du fait qu'aujourd'hui le conflit est en train de durer, la guerre contre Gaza est en train de durer en dépit de ce cessez-le-feu qui a été proclamé. Alors au profit de qui fait-on durer ce supplice aujourd'hui ? Pour gagner du temps, mais au profit de qui? Gagner du temps, oui. Nous assistons à un volte-face, tout bonnement, en tout cas, des États-Unis, qui est quand même le soutien traditionnel et historique de l'entité sioniste, le soutien indéfectible, voire même aveugle et complice et dupe dans ce génocide d'aujourd'hui. Donc, ces pressions, ces lobbies qui soient d'ailleurs juifs ou des lobbies politiques au sein même du Conseil de sécurité, font qu'aujourd'hui, ils prennent les choses. Mais comme vous l'avez rappelé, effectivement, dans un premier temps, les États-Unis voulaient désembourber l'entité sioniste de ce marécage qui est la Palestine, qui est en tout cas Gaza aujourd'hui avec cet échec cuisant militaire, mais pas que militaire, à savoir politique et géopolitique, puisque l'entité sioniste ne s'est jamais isolée comme aujourd'hui. L'entité sioniste connaît aujourd'hui une crise politique, un naufrage, je dirais, politique même du gouvernement Netanyahou, qui certainement vit ces derniers jours. En même temps, les États-Unis ont besoin d'être sur le coup d'après, à savoir cette succession ou je dirais, ce remplacement de Netanyahou qui aujourd'hui traîne comme un boulet les États-Unis dans un angle, je dirais, fermé, mais surtout aussi dans un isolement diplomatique, un isolement international au sein même de la communauté internationale. Ceci étant, effectivement, pour répondre à votre question, aujourd'hui, cela profite bien évidemment à l'entité sioniste qui, elle, considère dans sa stratégie, c'est-à-dire absence de stratégie, je dirais tangible en matière de militaire, mais surtout aussi politique, pense qu'effectivement, en exerçant plus de pression sur le Hamas, sur les factions de la résistance palestinienne, pourrait faire pencher la balance avec le temps. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, des zones, je dirais, que l'entité sioniste ou le Sahel considérée comme pacifiée et comme libérée, on a encore des poches de résistance ici et là qui perturbent dans une résistance, je dirais, pérenne, encore une fois, qui existe. Et puis, vous avez peut-être assisté comme tout le monde à ce bombardement sur Eilat, sur une base militaire israélienne. Cela veut dire qu'effectivement, après des mois, et en tout cas avec une stratégie vaine, mais surtout chimérique de l'entité sioniste, la résistance continue à exister. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les États-Unis, me semble-t-il, en tout cas dans les jours à venir, se sentira, et d'ailleurs c'est pour ça ils ont brandi cette solution du port flottant ou ce pont, je dirais, humanitaire pour exercer quelques pansements sur des blessures béantes, sur un génocide. C'est des mesurettes au lieu d'avoir des mesures franches contre l'entité sioniste. Mais encore une fois, si ce n'est pas l'échec militaire, ça sera en tout cas l'échec politique qui aura gain de cause du gouvernement Netanyahou, puisque encore une fois, et la rue israélienne et les familles des otages, mais également l'opinion internationale se met dans une dynamique anti-guerre, anti-génocide, et elle finira par exercer cette pression de la société civile que le gouvernement israélien ne pourra tenir.
Alors, est-ce qu'il est normal aujourd'hui pour les États-Unis, qui a du mal justement à convaincre son allié l'antitessionniste d'ouvrir un corridor ou un couloir humanitaire dans l'urgence, propose de construire plutôt un pont ou un pont flottant ou un port flottant, appelons-le comme on veut, qui va demander des jours pour cela. Est-ce que finalement ce n'est pas très crédible tout ça? Que cache cette construction de pont? Est-ce que c'est réellement l'aide humanitaire? Non, il me semble, de mon point de vue, que c'est plus des manœuvres dilatoires, effectivement, pour permettre, comme d'ailleurs on a eu quelques aides humanitaires sporadiques, mais surtout très faibles, qui ne répondent aucunement aux attentes de la population, d'une population affamée, assiégée, qui est la population de Gaza. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes en train de subir, malheureusement, une espèce de, je dirais, projet ou, je dirais, un impérialisme galopant, bien évidemment, puisque les États-Unis, rappelons-le, elle s'inscrit dans les perspectives justement du projet de l'entité sioniste, à savoir le maintien, entre parenthèses, de la stabilité du Moyen-Orient, mais surtout aussi l'asservir pour ses desseins et les desseins des États-Unis. Donc cela reste, qu'on le veuille ou non, l'entité sioniste, le seul allié infaillible et indéfectible du projet impérialiste. C'est pourquoi d'ailleurs je pense qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre une espèce d'opposition d'un impérialisme contre un autre bloc qui est celui de l'anti-impérialisme, dans lequel les États-Unis, tant bien que mal, je dis bien tant bien que mal, puisqu'elle subit également, et puis l'avancée sur la non-vétoisation de la dernière résolution, prouve qu'effectivement les États-Unis réfléchissent à deux fois avant d'effectivement prendre des mesures ou prendre effectivement des décisions politiques sur cette question. Ceci étant effectivement une manœuvre dilatoire. Pourquoi? Puisque cela semble répondre, entre parenthèses, à un besoin qui est humanitaire, mais ne répond à aucunement à un besoin qui est la pierre angulaire, qui est la structure de base, notamment et au sein du Conseil de sécurité, mais aussi dans le pseudo-modèle qui a été vendu par l'Occident, à savoir le maintien de la paix. Donc, nulle aide humanitaire, si elle n'est pas dans un contexte favorable, à savoir pacifique, de paix, mais surtout de stabilité, dans lesquels les Palestiniens ont cette liberté de circuler. Nous l'avons vu malheureusement à la moindre circulation des Palestiniens, ils font la cible justement d'attaques de drones, d'attaques de missiles. Justement, Badis Khnissa, finalement, qu'est-ce que ça change, un pont construit, un port flottant, alors qu'il y a plusieurs passages qui n'attendent que le feu vert pour être ouverts? Finalement, pourquoi? Quelle est la différence finalement? Quelle est la valeur ajoutée? Pourquoi un pont qui n'a même pas été construit, qui va encore prendre du temps, alors qu'il y a un passage tout frais, tout bien construit, qui ne demande justement, comme je le disais, qu'à être ouvert parce que les aides attendent, et depuis des mois? Écoutez, cette décision des États-Unis prouve aussi qu'elle se soumet à la volonté de l'entité sioniste, puisque nous ne pouvons pas décorréler cette question du port flottant ou ce pont humanitaire sans parler de Rafah, puisque Rafah abrite aussi le checkpoint, en tout cas le poste frontalier le plus important, notamment entre les frontières de l'Égypte et de la Palestine. Comme vous l'avez évoqué, qu'on pourrait ouvrir avec peut-être un contrôle de la communauté internationale, mais en tout cas qui permettrait, un tant soit peu et rapidement, peut-être endiguer ou peut-être apporter un plus justement à la population palestinienne. Le port flottant, comme j'ai expliqué, est une façon de détourner justement de la responsabilité des États-Unis quant à l'application de cette résolution, puisqu'il était question de cette résolution, dans un premier temps, d'effectivement faire taire les armes, un retour à la paix, mais surtout aussi, à travers ce cessez-le-feu, permettre effectivement, que ce soit d'ailleurs les organismes, l'enroi ou de l'ONU, les instances, les structures humanitaires, puissent reprendre le relais, reprendre le travail humanitaire sur les territoires de Gaza. Aujourd'hui, les États-Unis, effectivement, est dans une soumission aveugle qui permet, à travers effectivement une mesurette, une poudre de perlimpinpin, si je peux me permettre, expliquer qu'effectivement il y a une avancée considérable en matière d'aide humanitaire, mais de l'autre côté, elle laisse, voire même elle arme, elle surarme, elle finance l'opération notamment qui se dessine sur Rafah. Rafah qui est devenu aujourd'hui une espèce de levier de pression
de l'entité sioniste appuyée par les États-Unis pour faire soumettre le Hamas et le faire ramener à une table de négociation dans une posture de faiblesse. Alors, une dernière question par rapport à cet aspect, bien sûr, pas par rapport à l'émission. Finalement, est-ce que les États-Unis ne cherchent-ils pas, plutôt ne projettent-ils pas des desseins inavoués et dont Gaza ne serait finalement qu'une couverture ou une diversion? J'ai le regret de le dire, et je pense que je l'avais souligné auparavant, Gaza et aujourd'hui ce qui se trame à Gaza est devenu une espèce de levier politique d'influence et d'instrumentalisation politique, tant sur la scène politique américaine, puisque vous savez que nous sommes aux portes d'une élection présidentielle aux États-Unis, mais tant aussi sur le côté israélien, à savoir essayer de je dirais, cacher les apparences d'un échec cuisant, qu'il soit militaire, géopolitique et politique intérieure. Donc, j'ai le regret de le dire, effectivement, que le peuple palestinien aujourd'hui, je dirais fait en tout cas, constitue un levier, un levier de négociation, notamment sur la scène internationale, à savoir affaiblir au maximum la résistance palestinienne, puisqu'elle est la vraie cible, à travers le peuple palestinien, pour qu'on puisse peut-être enterrer à jamais la question palestinienne, et puis surtout, dans l'imaginaire de l'entité sioniste, vaincre la résistance, c'est vaincre la cause palestinienne, c'est vaincre l'État palestinien et la fondation de l'État palestinien, son émergence même sur la scène internationale, même au sein du Conseil de sécurité, par exemple, ou au sein de l'ONU. Badis Renissa, il y a aussi aujourd'hui cet aspect, tout le monde en a entendu parler parce que ça défraie un petit peu la chronique, avec ce bombardement de l'ambassade iranienne donc en Syrie, un bombardement israélien après celui qu'on a vu au Liban, à Beyrouth, qui a touché donc le leader du Hamas. Aujourd'hui, c'est l'ambassade de l'Iran. Que cherche l'entité sioniste? Est-ce que réellement cherche un embrasement ou impliquer l'Iran dans cette guerre contre Gaza? Quel message? Il faut rappeler que, selon l'entité sioniste, l'Iran est effectivement l'ennemi sempiternel de l'entité sioniste et de son projet dans la région, en tout cas comme acteur majeur, notamment dans la région. Et c'est pourquoi, et je l'avais dit d'ailleurs, c'est que l'entité sioniste essaye de faire d'une pierre deux coups. Notamment militairement parlant, et une fois qu'elle a ouvert justement les portes de cette guerre, elle souhaiterait effectivement, pourquoi pas embourber, pourquoi pas glisser la région dans une guerre régionale, dans une guerre qui n'aura pas de fin, et puis évidemment qui va de facto, je dirais, apporter le soutien de l'Occident, à l'Occident qui voit cette entité sioniste comme un rempart, n'oublions pas, contre l'islamisme galopant, contre le chiisme, contre le terrorisme, contre tout ce que vous voulez. En tout cas, elle est considérée comme ce porte-étendard qui défend le modèle occidental. Donc, elle essaye aujourd'hui justement d'user de cette opportunité morbide, à savoir sa guerre de Gaza, pour essayer d'exporter, d'internationaliser effectivement ce conflit, y compris en mettant en péril les intérêts des États-Unis, les États-Unis d'ailleurs qui le voient d'un mauvais œil, puisque, rappelons-le, à maintes reprises, a essayé de, je dirais, limiter la hargne et la motivation de l'entité sioniste dans la région. Ceci étant, on a effectivement aujourd'hui quelques attaques ici et là, assez sporadiques, assez ciblées par contre, très ciblées, notamment qu'on l'avait évoqué en Liban, en Iran, en Syrie, mais qui risquerait effectivement à terme d'allumer la mèche effectivement de cette guerre régionale tant attendue par l'entité sioniste, et qui aura des conséquences effectivement désastreuses tant sur le monde limitrophe, mais aussi sur le monde occidental et la planète elle-même. Donc il y aura un cataclysme, et c'est ce que je souhaiterais effectivement l'entité sioniste, de faire naître de ce chaos un modèle impérialiste, un modèle colonialiste, un modèle du grand projet du Grand Orient, notamment israélien. Sachons-le aussi, je le rappelle, et c'est peu de le dire, que l'entité sioniste aujourd'hui, celle de 2024 et son gouvernement, s'inscrit dans un projet, je dirais, sioniste et religieux. C'est dans un projet messianique, hein, donc il y a des définitions et notamment des qualificatifs religieux au sein même dans le vocabulaire des responsables politiques et des ministres, notamment israéliens aujourd'hui. Donc c'est vous dire qu'effectivement ils sont dans une dynamique catastrophique, extrémiste, fasciste, mais surtout aussi religieuse, qui voit en cette opportunité de l'avènement du troisième temple, l'avènement du grand Israël.
Oui, alors on a vu l'attentat a fait 8 morts. Le bilan pourrait donc être appelé à connaître quand même une augmentation vu qu'il y a eu des blessés également sur terre syrienne, l'ambassade iranienne attaquée par des bombardements de l'entité sioniste. C'eût été fait par un autre pays, ou allons dire par le Hamas par exemple, ça ne serait pas passé sous silence. En tous les cas, les sanctions seraient très vite tombées, les mesures de représailles, effectivement, on l'a vu avec le 7 octobre, pas besoin de revenir là-dessus. Alors aujourd'hui, comment peut-on être si permissive avec ce qui se passe ou avec l'entité sioniste lorsqu'elle bombarde au Liban, à Beyrouth, lorsqu'il bombarde en Syrie, sans qu'il y ait vraiment une raison qui ait été évoquée. On ne va pas dire qu'on a trouvé un élément du Hamas, on ne va pas dire que c'est quelqu'un qui a fait des attentats, donc on va tuer quelqu'un. Il n'y a rien eu comme revendication, si ce n'est les bombes qui sont tombées sur cette représentation diplomatique en Syrie. Badis Renissa. Il me semble pertinent, effectivement, pour répondre à votre question, de revenir et non plus de parler des États occidentaux individuellement dans leur duplicité, mais plutôt dans l'organisme, l'instance qui les représente, et qui représente d'ailleurs le monde, et qui se trouve être garant, ou censé être garant du maintien de la paix dans le monde, mais surtout aussi de l'application des résolutions quand il s'agit des États qui violent tous les droits, à savoir le droit international, mais c'est aussi les mêmes résolutions, puisqu'on n'est pas à la première résolution défiée ou non appliquée de la part d'entités sionistes. Donc, je me permets peut-être de prendre l'angle de lecture, mais surtout d'analyse au niveau du Conseil de sécurité en lui-même. C'est-à-dire cette résolution aujourd'hui, plus elle tarde à être appliquée, plus effectivement nous verrons je dirais des conséquences ou des actions subsidiaires, notamment de la part de l'entité sioniste, puisque d'abord elle a fait savoir qu'effectivement elle rejette toute négociation et qu'elle souhaiterait réouvrir de nouveaux cycles de renégociation dans lesquels elle trouve vraisemblablement que le Hamas a durci sa ligne d'approche. Le Hamas, qui, rappelons-le, est en position de force, c'est plutôt l'entité sioniste aujourd'hui qui essaie, dans cette procrastination et cette longévité de la guerre, essayer, comme j'expliquais tout à l'heure, de maintenir une pression galopante, mais surtout exponentielle sur le Hamas, mais surtout aussi sur les acteurs, et notamment les médiateurs, comme l'Égypte vis-à-vis de Rafah, comme Doha, comme le Qatar, pour peut-être, pourquoi pas, intermédier et surtout faire soumettre le Hamas à travers lui la cause palestinienne. Mais il me semble que le Conseil de sécurité est la pierre angulaire aujourd'hui, à savoir faire appliquer cette résolution dans les plus brefs délais, faire soumettre l'entité sioniste est la vraie solution, est la solution la plus pérenne. Mais là, on revient, si vous voulez, peut-être à l'administration elle-même de l'entité sioniste et dans sa mouture aujourd'hui, qui est pour moi une désuète, qui est inadaptée à la reconfiguration géopolitique, mais surtout aussi, elle démontre aujourd'hui par cette obsolescence programmée, notamment de cette instance, quand il s'agit justement d'Israël, où c'est un no man's land dans lequel nous ne pouvons même pas exercer les prérogatives, ou non serait-ce que les prismes ou les leviers d'action de cette entité qui est censée, encore une fois, je rappelle, avoir une certaine crédibilité, une certaine légitimité, un certain pouvoir exécutif, notamment décisionnel, quand il s'agit justement de faire rappeler à l'ordre certains États, et surtout des États voyous comme aujourd'hui l'entité sioniste, mais surtout aussi pour revenir à la paix et à la stabilité, et surtout à la liberté des peuples opprimés comme le peuple palestinien aujourd'hui. Très bien, Monsieur Badis Renissa, si vous souhaitez peut-être rajouter un mot aujourd'hui sur ce qui se passe à Gaza, faites-le, et nous avons juste 2 minutes devant nous, donc brièvement. Je pense qu'encore une fois, je reviens sur la question centrale qui est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est sorti certes de son aphasie, de son mutisme avec cette résolution. Il faut qu'il aille au bout. Et je pense avec des locomotives comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud, comme certains pays aujourd'hui qui émergent et qui essayent de faire bouger les lignes, il faut que cette administration connaisse une refondation. Il faut que cette administration répare le déficit, notamment en matière de représentativité, répare aussi peut-être ce droit supra-juridique qui s'appelle le veto et qui altère, qui dénature justement les prérogatives d'une instance qui est censée être au service des peuples et notamment des peuples opprimés qui subissent des génocides à ciel ouvert aujourd'hui, comme le peuple palestinien et la cause palestinienne. Merci beaucoup, Monsieur Badis Renissa. Je rappelle que vous êtes expert en questions de géopolitique et que vous êtes également président du think tank Émergence. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.